Nouvelle semaine dans Planétaire. Madame, monsieur, bonjour, soyez les bienvenus. L'émission qui traite des questions environnementales en Afrique de l'Ouest et au-delà. Cette semaine, nous parlons des espèces marines et les dangers auxquels elles sont confrontées. Elles sont nombreuses, les espèces aquatiques à être menacées illégalement par la chasse, mais aussi par le braconnage, prétexte pour plusieurs organisations environnementales de tirer la sonnette d'alarme. Le Bénin, comme d'autres pays de la sous-région, le Sénégal, le Togo, le Ghana, et tous les pays de la sous-région votent contre la protection des baleines. Ça, c'est très dangereux. Nous serons au Bénin pour en parler avec Joseya Dossou Bojrenou, naturaliste vétérinaire, par ailleurs président de Nature Tropicale ONG, une organisation non gouvernementale qui s'oppose à la volonté des pays côtiers en Afrique de l'Ouest d'autoriser la chasse à la baleine. Nous allons aussi parler dans ce magazine de la tortue marine, une espèce en voie de disparition dans le monde. À Joal Fadjout, localité dans l'ouest du Sénégal, la tortue est chassée et consommée. Les conséquences sur l'écosystème sont colossales. Avec moi pour en parler, Yahi Awanya, journaliste qui s'intéresse de près à la vie des tortues, auteur d'un mémoire universitaire qui a porté sur le sujet. Planétaire, le futur de l'environnement commence ici et maintenant. Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus. Non à la chasse à la baleine, c'est le cri d'alarme de plusieurs organisations environnementales. Du 23 au 27 septembre 2024 se tient à Lima, au Pérou, la 69e session de la Commission baleinière internationale CBI. 88 pays prennent part à cette rencontre de l'organisme mondial chargé de la conservation des baleines et de la gestion de la chasse à la baleine. Outre le suivi des limites de capture de baleines, la Commission œuvre également pour le rétablissement des populations de baleines épuisées en s'attaquant entre autres aux collisions avec des navires ou aux défis environnementaux. Toutefois, les pays côtiers ouest-africains se liguent pour voter pour la levée de l'interdiction de la chasse à la baleine, ce que déplore l'ONG Nature Tropicale ONG, une organisation non gouvernementale basée au Bénin. Nous sommes justement avec Joseya Dossou Bojrenou. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes naturaliste vétérinaire, par ailleurs président de Nature Tropicale ONG, une ONG basée au Bénin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, monsieur le journaliste. D'abord, parlez-nous de la baleine. Qu'est-ce que c'est en vrai? Et c'est quoi son importance, notamment sur l'environnement? La baleine, il faut faire remarquer que c'est un mammifère, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent que c'est un poisson. Non, la baleine n'est pas un poisson, c'est un mammifère. Et la spécificité, la baleine est aujourd'hui au monde considérée comme l'espèce la plus grande, c'est-à-dire en poids, c'est l'animal qui pèse le plus. Et en ce qui concerne les espèces encore vivantes, c'est des mammifères humains. Ça veut dire que c'est des animaux comme des humains qui peuvent donner naissance à leur bébé. La femelle donne naissance au bébé et la femelle allaite son bébé. Et là, ces animaux vivent normalement dans les eaux froides pour les grandes espèces de baleines et pendant leur reproduction, ces baleines vont dans des eaux plus chaudes et c'est la côte africaine. Sinon, les baleines sont retrouvées au niveau des pôles, dans les eaux plus froides. Elles sont nombreuses, les ONG, dont vous, Nature Tropicale ONG, qui s'opposent à la volonté du Bénin de voter pour la levée du moratoire interdisant la chasse à la baleine. Vous dénoncez également une résolution portée par la Guinée et soutenant la chasse à la baleine. Comment comprendre justement cette volonté du Bénin et de la Guinée? Je dirais tous les pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest sont indexés par la société civile aujourd'hui. Nous avons noté que malheureusement, les baleines viennent proche de notre côte dans le golfe de Guinée depuis que le monde est monde. Mais depuis l'an 2000,
Et notre équipe, Nature Tropicale, avec l'Université nationale du Bénin, la direction des pêches, le centre océanographique, et cette équipe a travaillé pour scientifiquement démontrer la présence des baleines et qu'est-ce que les baleines viennent faire. Surtout la baleine à bosse, la baleine dite jubarte. Ces baleines viennent proche de notre côte pour la reproduction, pour donner naissance à leur bébé. Et ça se passe, pour le cas du Bénin, c'est entre août et novembre. Nous sommes dans la saison maintenant. Et depuis 2002, le Bénin est devenu membre de la Commission baleinière internationale. Ça veut dire que le Bénin, scientifiquement, a démontré que les baleines viennent chez lui. Et le Bénin s'est engagé pour apporter des contributions pour sauver les baleines à travers le monde. Parce que ça se passe au niveau de la Commission. Mais malheureusement, depuis ce temps, nous avons vu dans les archives que le Bénin, comme d'autres pays de la sous-région, le Sénégal, le Togo, le Ghana, et tous les pays de la sous-région votent contre la protection des baleines. Ça veut dire quoi? Il y avait un mémorandum et un moratoire qui interdit la chasse commerciale. Je parle bien de la chasse commerciale. Tuer des baleines, faire des conserves et autres, il y a un moratoire qui porte sur ça. Et à chaque 2 ans, quand la commission baleinière, quand la session baleinière se tient, c'est que ce vote est mis sur la table et tous les pays membres de la commission doivent voter. Les pays africains votent pour qu'on lève la chasse. Ça, c'est très dangereux. 2, c'est que le Brésil, l'Afrique du Sud et le Gabon au Bénin et en Afrique, et les 2 pays, l'Afrique du Sud et le Gabon, ont œuvré pour mettre en place un dispositif visant à créer un sanctuaire dans l'Atlantique Sud pour contribuer à la protection des baleines. Mais malheureusement, tous les États que j'ai cités de l'Afrique de l'Ouest votent encore contre la création de ce sanctuaire. Ce qui est plus ahurissant cette année, 2024, c'est-à-dire depuis hier, depuis le 23 et jusqu'au 27 prochain, se tient à Lima, au Pérou, la 69e session de la commission baleinière. Et en prélude à cette session, nous nous sommes rendus compte que la Guinée porte un manifeste qui démontre que les baleines constituent un problème pour la sécurité alimentaire en Afrique. Mais c'est ahurissant, c'est totalement faux que on corrompt nos États jusqu'à ce point et on ne peut pas démontrer que c'est les baleines qui nous nourrissent et c'est pas la viande des baleines qu'on consomme, mais qu'on nous dise que c'est les baleines qui empêchent qu'on trouve du poisson, mais on ne peut pas en tant qu'Africain accepter des choses comme ça. Et quelles seraient les conséquences si une fois cette résolution pour la chasse à la baleine passée, une résolution, vous le disiez, donc soutenue par la Guinée et par plusieurs pays ouest-africains comme la Gambie, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Ghana ou encore la Guinée-Bissau? Notre plaidoyer, c'était que nos États puissent réviser leur position pour que le moratoire soit voté et pour que le moratoire persiste, pour qu'on n'autorise pas la chasse baleinière. Et c'est dans l'intérêt de tous. Parce que vous avez demandé tout à l'heure quel intérêt pour les baleines. Vous savez, les baleines ont un rôle très important à porter dans l'écosystème. Aujourd'hui, c'est les espèces les plus grandes qui existent au monde. On parle des effets des changements climatiques et autres. Ce n'est pas les changements climatiques qui ont fait que les baleines viennent donner naissance chez nous, dans les eaux africaines. Ça veut dire que naturellement, c'est prévu comme ça. Dans leur génome, ces animaux à l'âge adulte doivent venir pour donner naissance. Mais vous savez que nos États développent aujourd'hui des infrastructures pour le développement du tourisme balnéaire. Le cas du Bénin, le cas du Sénégal et autres. Mais ces espèces emblématiques, quand c'est mis au cœur de vos programmes de développement touristique, vous attirez des milliers de touristes. Et c'est bon pour le développement de l'Afrique. Ça crée des emplois. Ça permet aux gens de tirer leur profit. Mais l'écotourisme baleinier se développe en Afrique du Sud. Les gens n'ont qu'à se rapprocher. Je parle bien de l'Afrique du Sud. Mais quand vous allez au Brésil, mais c'est depuis la plage que vous observez des baleines. Des milliers de touristes vont simplement rester sur les plages juste pour observer des baleines et prendre des photos. Ça rapporte déjà au niveau économique. Des investissements que nous faisons pour le développement du tourisme. Mais si au même moment, nos États encouragent à ce qu'on détruise les espèces emblématiques, c'est vraiment dommage. Une contradiction, c'est que nos États ont signé la Convention internationale sur le commerce des espèces de faune et de flore menacées, la CITES. Mais la CITES classe la baleine en annexe 1. Et au niveau de la CITES, aucun État ne peut donner autorisation, au niveau local même, pour permettre à quelqu'un de venir prélever des espèces intégralement protégées. Mais comment les Africains réfléchissent jusqu'à penser qu'ils peuvent autoriser à ce que les gens viennent tuer les baleines et
et commercialement. Parce que quand on parle de commerce, c'est que le premier ou le dernier qui vient là, le commerçant est prêt à prélever. Il va tuer. C'est une contradiction totale. Ou bien on sort de ces conventions pour ne pas se faire ridiculiser, ou on est dans ces conventions, on participe à la conservation. Vous conservez, c'est pour le bien de tout le monde. Mais si des États se permettent d'aller voter en contradiction à leurs engagements, je crois que, ils se créent des problèmes, c'est-à-dire participants, mais deux, ils contribuent à ce que le développement que nous voulons au niveau des côtes, ça se passe, mais pas durable du tout. Plusieurs pays soutiennent également la création d'un sanctuaire dans l'Atlantique Sud afin de protéger les baleines, un projet porté par le Mali, le Libéria, la Mauritanie ou encore le Togo. Où en est ce projet? Théoriquement, c'est ce qu'ils nous disent, qu'ils soutiennent. Cette semaine, nous allons voir à la fin si le manifeste pour la création du sanctuaire, si c'est voté positivement ou pas. Parce que nous avons eu l'occasion de participer à la 69e session de la Commission baleinière internationale au niveau du Brésil. C'est à Florianopolis, en ce temps. Mais tous les pays africains, en dehors du Gabon, qui étaient à cette rencontre, ont voté pour la chasse et ont voté contre la création du sanctuaire. Maintenant, au niveau interne, on dit qu'ils prennent des engagements, mais ils vont pour voter contre. C'est une contradiction. Je crois que faudrait que vous trouviez l'occasion de leur poser des questions. Puis ça, ils ont des raisons pour le faire, mais nous pouvons, en tant que société civile, faire noter qu'il n'y a pas beaucoup de pays au monde où la baleine a d'importance au niveau viande. Il y a le Japon, la Norvège, et l'Irlande. C'est ces trois pays. Mais comment ces trois pays peuvent réussir à empêcher plus de 170 pays de voter pour? Ça veut dire que ces trois pays réussissent à mettre dans leur gironde les pays africains qui n'attendent que les aides. Alors que la ressource, si Dieu a permis que la ressource soit chez nous, je crois que ce qui nous manque, c'est l'intelligence pour valoriser la ressource. L'Africain est prêt toujours à vendre tout ce qu'il a comme matière première et il applaudit quand les produits finissent bien plus chers. Alors que la matière première qui est là peut nous aider à gagner beaucoup plus. Je crois que c'est sur ça qu'il faut aller. Amener nos États à s'intéresser plus à la valorisation des ressources quand elles sont chez nous, que d'attendre que d'autres les mettent en boîte et reviennent nous vendre alors qu'on n'est pas consommateur de baleines. Alors, qu'est-ce que vous exigez par rapport à la création d'un sanctuaire, mais aussi par rapport à la volonté de certains pays ouest-africains de soutenir la chasse à la baleine? Oui, ce que nous exigeons, c'est que nos États votent pour la création du sanctuaire dans l'Atlantique Sud. Ça, c'est un engagement international pour différents pays. Maintenant, quand le sanctuaire est créé, c'est qu'il y a la possibilité d'avoir les moyens pour surveiller et aussi pour valoriser. Nous avons eu une interview en 2018 de la part du commissaire du Gabon qui portait la création du sanctuaire au niveau de l'Afrique. C'est que grâce à la création des aires marines protégées au niveau du Gabon, le Gabon a commencé par bénéficier des appuis de la coopération internationale pour la surveillance de ses ressources et pour la valorisation de ses ressources par l'écotourisme. On a commencé à petit coup. Ça veut dire qu'au niveau politique, quand ces décisions sont prises, on peut espérer avoir gros. Mais si au niveau politique, il y a déjà cette volonté pour dire nous n'en avons pas besoin, ça veut dire qu'on est prêt seulement à attendre des miettes. Nous voulons que nos États votent pour qu'il y ait le sanctuaire. Un point. Deuxièmement, que la chasse commerciale ne soit jamais levée. Les Africains doivent voter avec les autres sur la non-levée de la chasse commerciale sur les baleines. Ça veut dire que le moratoire ne doit pas être levé. Et d'ici la fin de la semaine, nous allons voir si notre message est entendu ou pas. Si le message n'est pas entendu et les gens, nos représentants africains, votent tel que, c'est-à-dire votent le contraire de ce que nous disons, ça confirmera qu'il y a anguille sous roche. Parce que jusque-là, ils ne nous ont pas démontré que la baleine viande rapporte plus que la baleine vivante. C'est ce que nous avons demandé qu'ils nous fassent. Démontrez-nous si on met les baleines dans des boîtes de conserve, si ça rapporte plus d'argent pour l'Afrique que des baleines vivantes qui vont venir périodiquement où les Africains vont développer du tourisme dessus et ils vont gagner plus d'argent. C'est ce que nous attendons. Bien, Joséya Dossou Bojrenou, je rappelle que vous êtes naturaliste vétérinaire, par ailleurs président de Nature Tropicale ONG, une ONG basée au Bénin. Merci de votre disponibilité. Merci, monsieur le journaliste. La tortue marine devient de plus en plus rare.
Une espèce menacée de disparition pour plusieurs raisons. À Joal Fadiout, localité dans l'ouest du Sénégal, difficile de trouver des tortues qui jouent pourtant un rôle majeur dans la préservation de l'écosystème. C'est le constat fait par Yaye Awanya. Bonjour. Bonjour Diakité. Vous êtes journaliste et vous vous intéressez de près à la vie des tortues. Votre mémoire universitaire a porté sur le sujet. Merci de nous rejoindre. Merci beaucoup Diakité de m'inviter sur la West African Democracy Radio pour parler de nos magnifiques et emblématiques créatures doyennes de l'océan, les tortues marines. Les tortues marines, effectivement. Et parlez-nous-en, la tortue, qu'est-ce que c'est en vrai? Quel est son rôle dans la biodiversité marine? Alors, il faut savoir que la tortue, c'est une espèce en voie de disparition qui figure sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN, et elle joue un rôle important pour la biodiversité marine, comme assurer la régulation des herbiers marins, c'est-à-dire en particulier les tortues vertes se nourrissent d'herbes marines, contribuant à contrôler la croissance de ces plantes. Cela favorise la santé des écosystèmes et offre un habitat à d'autres espèces. En coupant ces herbiers, elles permettent aussi aux poissons d'y déposer leurs œufs, donc protègent la reproduction de ceux-là. Il en va donc de la santé des océans. De la santé des océans. Et quelles sont les espèces de tortues à travers le monde? Il y a 7 espèces de tortues marines. La tortue verte, connue pour son régime herbivore, car elle se nourrit principalement d'herbes marines. Elle est la plus présente au Sénégal. Il y a aussi la tortue kawan, reconnaissable par sa grosse tête, très têtue. Elle ne veut qu'aucune autre tortue vienne la déranger sur son territoire. Et elle se nourrit principalement de méduses. Il y a la tortue imbriquée avec sa très belle carapace. Elle a la plus belle carapace. Elle se nourrit principalement d'éponges, mais elle est très toxique. La tortue olivâtre aussi, connue pour ses débarquements massifs appelés arribadas. Il y a aussi la tortue de Camp, la plus petite des tortues. Elle est menacée et vit dans l'Atlantique. Il y a la tortue à dos plat qui est la plus rare. Et enfin, nous avons la tortue lutte, la plus grande des tortues, capable de plonger à de grandes profondeurs et pèse jusqu'à 900 kilos. 900 kilos. Et au Sénégal, quel type de tortue trouve-t-on? On trouve principalement au Sénégal la tortue verte et la tortue kawan. Il en compte 5, mais principalement, on trouve plus des tortues vertes et des careta kawan. La tortue verte, une espèce marine que l'on trouve à Joal Fadiout, localité située dans l'ouest du Sénégal, une espèce en voie de disparition, Yaye Awanya. Quel a été votre constat lorsque vous étiez sur le terrain? La tortue verte, c'est la plus connue pour son régime herbivore. Elle se nourrit principalement d'herbes marines. Elle est la plus présente au Sénégal. Et effectivement, quand j'étais présente à Joal, j'ai pu constater qu'il n'y a pas beaucoup de tortues et que la population aime consommer la viande de tortue verte, ce qui est vraiment déplorable malgré les sensibilisations, les journées de sensibilisation, les emprisonnements et tout, mais la population continue de consommer cette viande-là sous prétexte que c'est une coutume chez eux. Et c'est vraiment déplorable. Et justement, comment comprendre ce comportement, la consommation de tortues? Et y a-t-il également d'autres facteurs qui contribuent à la disparition de ces espèces? Bon, il faut savoir qu'il y a plusieurs menaces. La plus importante, c'est le braconnage, surtout là-bas à Joal. Après, il y a la pêche illégale, c'est-à-dire qu'il y a des pêcheurs qui capturent ces animaux-là, puis ne veulent pas les relâcher. Après aussi, il y a la pollution plastique, la destruction des habitats et ces facteurs réduisent vraiment leur population et perturbent leur reproduction. Ces populations, malgré le fait de les sensibiliser tout le temps, consomment cette viande lors des fêtes. C'est une coutume chez eux. C'est un peu difficile de comprendre leur état d'esprit, de les expliquer que cette tortue marine-là est en voie de disparition. La tortue, une espèce qui enjolive la nature. Quelles seraient les conséquences de sa disparition?
La conséquence, c'est qu'il n'y aura plus de régulation des herbiers marins, comme je l'ai dit tantôt, parce que quand la tortue se nourrit d'herbes marines, cela contribue à la croissance de ces plantes-là. C'est-à-dire qu'il y a d'autres espèces qui viennent se reposer dans ces herbiers marins-là, qui déposent leurs œufs, comme les poissons. Donc, les poissons ne pourront plus déposer là-bas leurs œufs et puis feront face aux prédateurs comme les requins et autres. Donc, la tortue, elle enjolive déjà la nature et puis elle aide aussi les autres espèces à se reproduire dans les herbiers marins. Le Sénégal compte 5 espèces de tortues, donc 5 espèces répertoriées. Comment protéger ces tortues selon vous? Alors, je pense qu'il faudra contribuer la sensibilisation. Ça ne plairait pas à l'homme d'être chassé de sa propre maison ou d'être dérangé. Donc, il doit aussi respecter l'habitat des espèces marines en évitant de construire ces maisons, restaurants ou dancing sur leur site de couvaison. Ça, c'est la première chose. Et quand elle sort de l'eau, c'est qu'elle veut vraiment pondre. Mais dès qu'elle constate une présence humaine, elle retourne directement en mer. Elle n'aime pas l'humain. Donc, chaque geste compte. Il faudra aussi réduire l'utilisation du plastique, soutenir les organisations de conservation et aussi les agents du Mirador, qu'ils élargissent la surveillance jusqu'à Fadiout, là où s'effectue le commerce de tortues, et ne pas seulement s'arrêter à Joal. Il faut traverser le pont. Je recommande aussi aux autorités de soutenir les initiatives locales, de participer aux journées de nettoyage et de soutenir les projets de recherche ou de conservation. Chacun peut faire la différence. Chacun peut faire la différence. Yaye Awania, donc je rappelle que vous êtes journaliste et vous vous intéressez de près à la vie des tortues. Votre mémoire universitaire a porté sur le sujet. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, c'est un plaisir de partager sur les enjeux importants. Merci beaucoup et portez-vous très bien, Yaye Awania. Merci. Nous restons au Sénégal où se tient le 5e sommet Climat Santé Afrique de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Cette conférence se veut une plateforme de discussion et de collaboration sur les questions de santé en lien avec le changement climatique en Afrique. Durant 3 jours, plus de 80 délégués venus de plus de 20 pays africains, dont des représentants des ministères de la Santé, des experts en climatologie et des partenaires régionaux et mondiaux vont échanger sur les défis de l'heure sur la question. Plus de détails avec Essouli Diédiou. Travailler sur les questions de santé liées au climat. La réunion Climat Africa intervient à un moment où l'Afrique fait face aux épidémies de la variole du singe ou encore du choléra, des maladies conséquences en grande partie du changement climatique, d'où l'urgence aujourd'hui de réfléchir à comment y faire face. Dr Kodou Badiane, point focal santé environnement au ministère sénégalais de la santé et de l'action sociale. Comment contrer ces effets? Quelles sont les mesures qu'il faudrait prendre pour qu'on puisse s'adapter aux effets du changement climatique sur la santé? Le changement climatique a un fort impact sur la santé. Rien qu'en 2022, les phénomènes météorologiques extrêmes ont tué au moins 5000 personnes en Afrique, selon les données de l'OMS sur le changement climatique et la santé. Dr Kodou Badiane. C'est ce qu'on appelle les maladies climato-sensibles, qui sont sensibles au dérèglement climatique. Cette chaleur extrême aura des répercussions sur la santé des personnes les plus vulnérables, comme les maladies cardiovasculaires. La pollution de l'air, ça va entraîner donc une exacerbation des maladies respiratoires. Nous avons aussi les maladies à transmission vectorielle, comme le paludisme, la dengue, le chikungunya, etc., qui sont donc exacerbés par ces phénomènes climatiques extrêmes. Le docteur Adelaide Onyango, directrice du groupe de travail sur la couverture sanitaire universelle et l'amélioration de la santé des populations à OMS, partenaire de ClimHealth Africa, revient sur les stratégies de l'Agence onusienne de la santé. Nous travaillons pour mettre en place les appuis techniques dont les pays ont besoin pour identifier les vulnérabilités et puis mettre en place le plan pour répondre à ces vulnérabilités-là, adresser les problèmes qui sont liés avec le changement climatique. ClimHealth Africa vise à renforcer la résilience des pays et des communautés africaines en matière de santé publique en développant la capacité des communautés à comprendre et à intégrer les défis du changement climatique dans les politiques.
L'Union européenne débloque des fonds pour soutenir les pays du Sahel touchés par les inondations dues aux fortes pluies cette année dans la région. On dénombre au total plus de 1000 morts dans les inondations, des millions de sinistrés et de nombreux dégâts matériels ont également été enregistrés. Cette aide de 5 millions d'euros, un peu plus de 3 milliards de francs CFA décaissés par l'Union européenne, va permettre de soutenir le travail des organisations humanitaires sur le terrain. Les précisions avec Christian Mokidi. Les 5 millions d'euros décaissés par l'Union européenne ont été répartis entre des organisations humanitaires qui opèrent au Nigeria, au Mali, au Burkina Faso, au Niger, au Tchad et au Cameroun. Au Niger, la somme d'1,3 million d'euros a été versée. Le Niger est très touché par les inondations qui ont fait plus de 300 morts, des milliers de sinistrés et de nombreux dégâts matériels. Le Mali a décrété l'état de catastrophe naturelle suite aux dégâts causés par les inondations, a reçu 1 million d'euros. Le Burkina Faso, moins touché par les inondations au Sahel central, a reçu 300 000 euros. Le Tchad, qui reste la région la plus touchée par les inondations, a obtenu 1 million d'euros. Selon les derniers bilans du Bureau de coordination des actions humanitaires de l'ONU au Tchad, les inondations ont fait plus de 500 morts et près de 2 millions de personnes sont affectées. Le Nigeria, qui a également subi des conséquences des fortes pluies, a reçu 1,1 million d'euros. Et enfin, le Cameroun a encaissé 650 000 euros. Ces fonds destinés aux organisations humanitaires mobilisées sur les terrains pour apporter une réponse à la crise humanitaire due aux inondations vont permettre dans ces pays de répondre aux besoins urgents. Entre autres, la construction d'abris provisoires, la fourniture des vivres, l'accès à l'eau potable, l'assainissement et autres services essentiels. Et c'est cet élément de Christian Mokidi qui signe la fin de ce numéro de Planétaire. Merci de l'avoir écouté. À la présentation, Mustapha Diakité, émission que vous pouvez réécouter sur notre site www.wadr.org. Madame, monsieur, merci de votre fidélité renouvelée à la West Africa Democracy Radio. Merci également à nos radios partenaires. Planétaire revient jeudi prochain, mais d'ici là, portez-vous bien.